temps, là il lui a coupé le sifflet, Lacan est parti et il n'a jamais donné son texte. Et finalement, le premier texte au stade du miroir a été publié par Lacan en 1949, donc il y a eu pas mal d'années qui se sont passées. Et bien entendu, on n'a pas l'origine, on n'a pas le premier, et on a celui de 1949 qui est déjà un texte très difficile. Hein. C'est compliqué parce que c'est des maniements d'images auxquels on n'a pas l'habitude. Alors, je vous ai amené, j'ai fait la machine, et puis j'ai reproduit les schémas qui ont été produits par Lacan au fur et à mesure pour essayer de comprendre. Alors, dans un premier temps, je vous explique. Ici, il y a un vase qui est censé représenter un corps. En dessous, on a un Bouddha qui est censé représenter un bouquet de fleurs. Ici, il y a un miroir concave. Alors, très important, le miroir concave. Pourquoi Lacan utilise un miroir concave? Parce que le miroir concave, d'abord, donne des images très particulières. Il donne d'un objet quelconque, il donne une image réelle, mais qui est située en avant du vase. Hein, elle ne se situe pas derrière comme dans le miroir blanc. Ça, c'est très important. Et la combinaison des deux va être justement le montage que fait Lacan pour développer ce qu'il en est de la prime enfance. Alors, je continue. Nous avons donc ici ce miroir concave qui est en fait une métaphore du cortex du cerveau, hein, et qui a été repris, qui est utilisé en médecine. Vous voyez ici, c'est un cerveau, ça, vous voyez, c'est la partie externe du cerveau. Et les médecins, effectivement, ou les biologistes, mettent un homme en petits morceaux, parce que là c'est la zone de la main, là c'est la zone des pieds. Vous voyez que le pouce est plus important que le pied, ici non, le doigt est plus important que le pied, l'œil ou la bouche sont plus grands que le zizi qui est là, des trucs comme ça. Et résultat des courses, voilà le bonhomme qu'obtiennent les chercheurs en biologie. C'est celui-là, on l'appelle l'homoncule. L'homoncule en français, vous comprenez que c'est quand même un peu étrange. Et en même temps, curieusement, voilà comment vous voient les médecins. Hein. Quand vous allez les voir, quand vous allez les consulter, ils vous voient comme ça, les médecins. En médecine, on vous examine, on vous voit comme ça. Hein. Exactement comme ça. Bon, alors, je vais commencer par le commencement. Voilà. Premier temps. Je suis ici. Moi, je sais ce que je fais, bien sûr, mais je vais vous l'expliquer. Donc, ici, j'ai placé un pot et en dessous, un Bouddha. Si l'observateur qui est ici regarde la chose sans que ce miroir fonctionne, il ne voit rien, il voit simplement le vase. Il ne verra le vase que s'il y a en face de lui le miroir concave qui va lui produire une image et qui va lui permettre de voir quelque chose de différent. Hein? Ça, c'est important, ça veut dire qu'au fond, quand on est enfant, on est regardé d'abord. Et on regarde de l'autre côté du miroir. Le regard qui est ici, dans le schéma ici, du sujet en principe, il apparaît au-delà, ici. Je vais vous l'expliquer parce qu'on va faire toute la série des différents schémas qui se sont passés. Alors il faut que je commence à m'y retrouver parce que comment je vais faire, j'ai plus aucune note, rien. Je vais regarder comment je vais faire. Bon. Donc, je suis ici et la représentation qui est ici du vase, vous la trouvez en explication ici. Vous avez la mère et vous avez le père, hein, qui sont ici. C'est un couple parental et ils ont un désir d'enfant. Et ce désir, s'il se conjugue pour les deux, ils vont avoir un enfant qui est représenté par ce vase. Hein. Voilà. La conjonction des deux va produire cette chose-là. Et pourquoi ça va? Et en même temps, comme ils sont animés par un désir, en principe,
ce corps animal qui va naître, parce qu'un bébé, après tout, c'est un animal, mais l'animal humain, il est pris dans un bain de langage, et par conséquent, en même temps, dès sa naissance, un enfant, dans les 2 heures, il sait comment on l'appelle. Parce que dès les premières minutes, on commence à dire comment il s'appelle, on demande à la mère tout de suite, et on parle de lui tout le temps, et ça a été repéré par des observations que l'enfant, dans les 2 heures, il reconnaît, il sait comment on l'appelle. Il est tout de suite intéressé, et puis il y a un phénomène qui est très intéressant chez les nourrissons, qui est un réflexe animal, ce qu'on appelle le grasping. C'est-à-dire que pour savoir si le bébé est en bonne santé, l'accoucheur met ses 2 doigts comme ça, et l'enfant s'agrippe, et puis il peut le soulever. Et ça dure quelques mois ou quelques semaines en fonction du bébé. C'est des tests qu'on fait pour savoir s'il va bien. Après, on l'examine parce qu'il peut y avoir d'autres surprises, mais c'est des choses comme ça qui se passent. Donc, qu'est-ce qui se produit en fait? Parce que c'est dans l'espèce humaine qui n'est pas une espèce humaine, qui n'est pas une espèce animale ordinaire, interviennent bien entendu les désirs des parents, autrement dit, des signifiants fondamentaux. Chacune des fleurs représente des signifiants parentaux, par exemple, et l'enfant, quelque part, avant même de prendre la parole, il entend, mais il est parlé. On parle de lui, il est parlé. Vous comprenez ça, hein? Alors, le stade du miroir, Lacan le situe entre 6 mois et 18 mois. Et en fait, il dit qu'à 6 mois, c'est fini, l'enfant aura son dispositif langagier, il aura toute sa vie, il va fonctionner sur ce qu'il a acquis dans les 6 premiers mois, c'est-à-dire sa structure subjective. Au-delà, c'est fini. Donc, il faut faire très attention parce que, par exemple, quelqu'un comme Dolto, elle était capable de faire parler un bébé qui avait 3 jours. Elle prenait un bébé, comme ça, dans sa main, qui était à 3 jours, ils ne sont pas encore très toniques. Le grasping a déjà probablement disparu dans les quelques semaines. Et elle se mettait à lui parler, ça a été filmé, et petit à petit, l'enfant se redresse, parce qu'il s'appuie sur ce qu'on lui dit, et puis elle s'est mise à lui parler, et à un moment donné, le bébé lui répond, il fait des voilà, il imite ce qu'elle dit. Donc on voit comment l'enfant, quand il entre dans le monde, parce que, alors, il y a des théoriciens de la prénatalité qui disent que l'enfant, il entend déjà dans le ventre de sa mère. Moi, je ne sais pas, mais si vous avez fait de la pêche sous-marine, à partir de 3 mètres de profondeur, on n'entend plus rien. Alors, dans le ventre d'une mère, où il y a la paroi abdominale, les muscles, le liquide amniotique est très huileux, très épais, je doute que l'enfant puisse entendre quoi que ce soit. Enfin, c'est possible qu'il entende quoi. Il y a effectivement que Dolto s'est beaucoup mouillé dans cette affaire avec l'aptonomie, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle peut déplacer un bébé dans le ventre de sa mère et le replacer justement de la bonne façon pour que l'accouchement se passe bien. Un enfant qui est en position de sortir par le siège, c'est catastrophique parce qu'on est souvent obligé de faire une césarienne en urgence si on n'a pas prévu le truc, sinon on l'a prévu, donc on opère la mère avant. Donc elle fait ce qu'elle a inventé une théorie, une pratique qui s'appelle l'aptonomie. Elle a eu des élèves, beaucoup d'élèves. Je ne sais pas si c'est encore pratiqué. Ça continue. Donc, on déplace l'enfant probablement avec la chaleur des mains, comme ça. C'est-à-dire qu'il va vers l'endroit où il fait chaud. On s'appuie sur le ventre de la mère, on parle, on le pousse, et puis on arrive à le retourner et à le mettre en position pour qu'il puisse sortir normalement. Hein, ça, c'est pratiqué. Et puis, toujours cette histoire de l'enfant quand il naît, au départ, l'enfant, les signifiants, il les reçoit à sa naissance. Est-ce qu'il les reçoit dans le ventre de sa mère? Il reçoit de toute façon, il les entendra, même quand il était dans le ventre de sa mère, puisqu'elle va répéter les mêmes mots tout le temps. Donc, il va rentrer dans le système signifiant. On dit ça de la mère, hein, parce que ça peut être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire l'adulte qui s'occupe de lui et qui le soigne, qui lui parle. Et il n'y a pas d'apprentissage du langage chez l'enfant. Au départ, il s'imprègne de la langue. Voilà, il s'imprègne. Alors c'est intéressant cette histoire parce que Lacan raconte un truc qui est rare chez lui, parce qu'à cette époque-là, il parlait encore de langage. Il était au Japon, il visitait un musée, comme ça, et puis à un moment donné,
finit la visite du musée, il parle avec un savant japonais, et le savant lui parle, parce qu'on lui dit c'est M. Lacan, il est très connu, surtout que les Français sont beaucoup aimés au Japon, personnage très connu, d'ailleurs Lacan était reçu partout dans le monde, c'était quelqu'un de très important qu'on ne sait pas en France. Il était reconnu comme un représentant de la culture française et des grands penseurs de l'humanité, c'était comme ça. Et alors il écoute ce japonais qui lui explique sa théorie, lui le japonais, en japonais, d'accord, bien entendu, il ne parle pas japonais, mais il dit, ça n'a pas d'importance, de toute façon, ce qu'il me dit, ça va me rentrer dans le cerveau, ça va descendre le long de mes nerfs, et puis mon petit-fils, un jour, il aura acquis des signifiants nouveaux qui auront été transmis par imprégnation. C'est quand même fabuleux d'entendre un truc pareil chez Lacan, hein, parce que d'habitude, on s'imagine que c'est le mathème et compagnie. C'est assez nouveau, ça, parce qu'au début de son enseignement, il est parti, en fait. Il est parti sur la lecture de Freud en 1954. Il avait fait quelques séminaires chez lui sur des cas cliniques. Et il est parti sur la fonction échange de la parole et du langage. C'est ça, ça a été son point de départ. Là, à la fin de sa vie, il parle de ça d'une façon autre. Donc, pour lui, l'axiome bulldozer de son enseignement, c'est l'inconscient est structuré comme un langage. Et il ne lâchera jamais ce truc jusqu'à la fin. L'inconscient est structuré comme un langage. Alors, bien sûr, il y a le terme de structure. Qu'est-ce que c'est qu'une structure? Il y a une époque où on commence à parler de la structure, dont Lévi-Strauss. Lévi-Strauss déchiffrait les mythes à partir de structures et montrait que les mythes du fin fond de la Chine, les mythes amérindiens et autres, avaient des convergences, et c'était des structures parallèles, des structures communes, des structures qui s'emboîtaient les unes dans les autres. Et on a reproché à Lévi-Strauss, justement, d'avoir réduit complètement la subjectivité et d'avoir tout mis en carte, toute l'humanité était mise en carte. Et c'est vrai que Lévi-Strauss se servait. Lévi-Strauss n'a jamais lu Lacan. Lacan a beaucoup lu Lévi-Strauss, mais Lévi-Strauss ne s'est pas intéressé du tout à Lacan, au grand désespoir de Lacan d'ailleurs, et il se servait, il parle de Freud, mais d'une certaine façon, il se sert de Freud comme d'un dictionnaire. Alors c'est un peu trompeur. Au fond, il ne reconnaît pas du tout la psychanalyse. Alors que Lacan, quand il a vu sortir les structures de la parenté, il a tout de suite foncé chez Lévi-Strauss, c'était en 1949, parce qu'il avait, lui, Lacan, écrit avant la guerre, en 1938, donc en 1938, il avait 37 ans, il s'appelait les complexes familiaux. Donc il s'est toujours intéressé, et puis il a pensé voir une convergence entre lui et Lévi-Strauss. Il y en a une, d'une certaine façon. Hein, il y en a une. Puis Lévi-Strauss, quand même, reconnaît à Freud que le totem et tabou, c'est un mythe moderne, mais c'est un vrai mythe. Hein, l'histoire du père de la Horde, c'est un vrai mythe. Bon, je dis tout ça pour resituer un peu cette histoire de la structure. Qu'est-ce que c'est que la structure? Alors, chez Lacan, la structure, c'est une structure d'abord signifiante, mais contrairement à celle de Lévi-Strauss qui est toujours bouclée, c'est-à-dire qu'il y a 4 termes covariants qui changent mais qui tournent et qui sont toujours les mêmes, chez Lacan, c'est ouvert. Il y a un point où la structure, elle est d'ailleurs assimilée à une fente, en fait. Bon, je dis ça comme ça pour poser les choses. Alors, l'étude de la structure, ça commence avec le stade du miroir, c'est-à-dire qu'on voit comment une expérience que l'on peut faire tous les jours, chacun, et vous viendrez voir dans les miroirs les choses, vous verrez que quand vous êtes ici, s'il n'y a pas le miroir concave, vous voyez que ça. S'il y a le miroir concave, vous allez voir que le petit Bouddha remonte et s'installe dans le pot. Alors c'est ce qu'on a ici. Je vous montre. Donc la mère et le père copulent et ils ont un bébé. Et un bébé désiré. Ça, c'est les fleurs du désir. C'est joli, hein? Seulement, si vous êtes là, vous ne comprenez pas le truc. Parce que le truc qui se passe, c'est que le miroir concave va donner une image réelle.
c'est-à-dire votre cortex, comme vous voyez, va donner une image réelle du corps, de cet instant. Il va en faire, et ça va devenir une image réelle, pas virtuelle, une image en avant du pot. Et à ce moment-là, le montage qui se produit là, c'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le corps de l'enfant, ici, qui est structuré par les fleurs du désir. Mais c'est de l'image, ça, c'est pas du tout du réel. Le réel du corps, c'est fini, on n'a plus accès au réel du corps. On a accès, bien sûr, par des accidents, par des manifestations de la jouissance, par des choses comme ça, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un corps. En gros, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est qu'un corps. Par contre, on a une idée du corps avec ce qu'on appelle l'image inconsciente du corps, c'est celle-ci. Vous voyez, jamais comme ça, et puis je la rabats pour montrer que c'est ça. Et Dolto avait une théorie très poussée de cette notion-là, elle parlait de l'image inconsciente du corps. Donc, elle, sans être prise dans le... Elle ne lisait pas Lacan, c'est pas que ça ne l'intéressait pas, mais c'est qu'elle avait autre chose à faire, et elle regrettait d'ailleurs elle-même de ne pas disposer d'outils théoriques pour exposer ce qu'elle faisait. Elle a accrédité cette réalité-là, qu'il y a une image inconsciente du corps, qui n'est pas l'image qu'on voit dans le miroir plan. On en est là, voilà. Vous voyez que c'est un montage de structure, ça, d'ici. Qui est ici, là ça c'est le 1. L'œil ici, donc, c'est l'œil de l'observateur, c'est nous-mêmes en train de regarder le monde. On regarde le monde qui est extérieur, et puis ça c'est le cortex que je vous ai dit tout à l'heure. C'est avec ça qu'on voit le monde, notre cortex. Quand on a des atteintes du cerveau ou quand on a des problèmes oculaires, ça a des effets sur notre appréhension du monde. Ça vous comprenez bien, c'est facile à comprendre ça. Bon. Ça c'est le premier temps. Maintenant, on va se passer le second temps. Alors,